Application Chiming. Alors, le chiming d'application, en fait, il y a un framework au sein de Windows qui s'appelle le Windows Application Compatibility Framework. Donc, cadre de compatibilité des applications Windows. Et ça va permettre à Windows de créer, de fonctionner en termes de rétrocompatibilité. hein. On a des programmes historiquement qui s'exécutent sur différentes versions du système d'exploitation et sur lesquels ils n'ont pas été initialement créés pour s'exécuter. La plupart des applications qui fonctionnaient sous Windows XP peuvent aujourd'hui fonctionner sous Windows 10 grâce à ce framework, d'accord? Donc le fonctionnement du framework est assez simple en fait. Il va créer une mémoire, un shim2 buffer, comme on dit, donc du shim au tampon, et en gros, ça va permettre à un programme hérité de fonctionner sur le système d'exploitation. Lors de l'exécution de programme, on a le cache de shim, c'est pour ça qu'on parle de chiming, qui est référencé pour savoir s'ils auront besoin d'utiliser la base de données shim. Si c'est le cas, la base de données de shim utilisera une interface de programmation, une API, pour s'assurer que les codes du programme sont efficacement redirigés afin de communiquer avec l'OS. Donc étant donné que les shim sont en communication directe avec le système d'exploitation, Windows a décidé d'ajouter une fonctionnalité de sécurité où ils sont conçus pour s'exécuter en mode user, en mode utilisateur. Sans privilège administrateur, les shims ne peuvent pas modifier le noyau. Tout va bien. Cependant, les attaquants ont pu créer des shims personnalisés qui vont contourner le contrôle des comptes utilisateurs, l'UAC, injecter des DLL dans les processus en cours d'exécution et se mêler au sein des adresses mémoire. Donc, ça va permettre à un attaquant d'exécuter des programmes malveillants avec des privilèges élevés. Ils peuvent également être utilisés pour désactiver les logiciels de sécurité, type antivirus, Windows Defender par exemple. D'accord? Donc, on a le diagramme qui illustre cette action. On voit qu'on a notre application héritée, Legacy Application. On a notre Custom Shim qui a été créé par le hacker et on va pousser ça vers la nouvelle version de Windows. D'accord? Donc tout ça, c'est possible grâce au mode administrateur, compatibilité administrateur. Et tout ça, c'est présent au sein de Microsoft Application Compatibility Toolkit. D'accord? Donc c'est une boîte à outils qui va vous permettre de faire beaucoup de choses. Là, vous l'avez sous les yeux. On voit qu'on a ce principe de compatibility administrator. Donc ensuite, il faut créer une nouvelle base de données. On va faire une custom database et créer une nouvelle base de données pour créer un fixe, entre guillemets, pour que l'application tourne. D'accord? Là, vous avez compris qu'un attaquant, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas la rétrocompatibilité. C'est pas de faire tourner une application ancestrale sur un nouveau système d'exploitation. Il va se servir justement du framework de Microsoft pour créer son propre shim et à partir de là, on va pouvoir faire cette attaque d'application chiming. Donc on va sélectionner la version au niveau de notre shim avec les différents fixes en termes de compatibilité pour s'assurer de le bon fonctionnement du programme. Sauf que vous voyez qu'on peut utiliser, on a 365 choix possibles et il y en a qui sont extrêmement critiques. Donc une fois qu'on va faire ces opérations que je vais vous montrer, le shine il va être stocké dans la base de données et le programme va tourner avec toutes ces modifications en termes de compatibilité qui sont issues de la modification du shine. Et vous allez voir que c'est extrêmement sensible puisque on va pouvoir charger tout simplement des malwares grâce à cette technique. Donc vous m'excuserez, on parle de shimming, application shimming et du shim, ça veut dire compensation, ajustement. Si on devait le traduire, calage, ça a plusieurs sens. Réglage approximatif, réglage grossier, correction, compensation. Donc si on doit en rentrer dans les détails, on a vu que l'application shimming, c'est une technique utilisée sur le système d'exploitation Windows qui peut être utilisée pour que les applications développées pour les versions antérieures du système d'exploitation puissent toujours fonctionner. Alors,
Depuis les premiers stades en fait de Microsoft Windows, certaines fonctionnalités fondamentales font partie des fonctions de base de Windows 1. La rétrocompatibilité en fait partie. Cela signifie que si votre logiciel a été développé plus tôt, comme je vous l'expliquais en préambule, comme à l'époque de Windows XP, et maintenant qu'on a Windows 10, eh ben, vous allez vous demander si Windows sera à même de toujours faire fonctionner le logiciel. En effet, grâce à la rétrocompatibilité qui rentre en jeu, ça va nous permettre de nous offrir la possibilité d'exécuter des logiciels d'exploitation Windows qui n'ont pas été développés sur le système d'exploitation en particulier. Donc l'infrastructure de Shim, hein, on l'appelle chez Microsoft, ou infrastructure de compatibilité d'applications Microsoft Windows, permet aux utilisateurs d'obtenir cette fameuse rétrocompatibilité. Maintenant, la chose à garder à l'esprit, hein, c'est que pendant toutes ces années de développement, Windows a conservé la même architecture de base. Ils ont évolué autour du même cadre sur lequel ils ont commencé à travailler depuis les années 90. Cela signifie qu'il y a encore des morceaux de code dans Windows 10 qui sont là depuis l'époque de Windows 95. Aussi fou que ça puisse paraître. Vous avez un petit diagramme très simple, hein, mais ce qu'il faut retenir, c'est déjà le shimming. Hein, comment ça fonctionne concrètement. On va revenir sur quelques concepts, certains dont je vous ai déjà parlé, que vous devez également sûrement connaître, et d'autres pas. Alors, le shim, en fait, l'infra de shim, ça permet d'utiliser un hook, hein, ce principe de crochet, de méthode d'accrochage d'interface de programmation, ce qu'on appelle du hook, hein, du API hooking, donc méthode d'accrochage d'interface de programmation d'application, mais c'est mal traduit, hein, on parle de hooks, hein, vous le savez. Donc ça force la nature de la liaison à rediriger en fait tous les appels hein, d'API de Windows vers du code alternatif qu'on appelle le shim en fait. Hein. Donc on a des spécifications Windows, on a le PE dont je vous parle tout le temps, le Portable Executable et on a le COF. Le COF c'est le Common Object Format, format d'objet commun, qui va inclure plusieurs headers, plusieurs en-têtes et les répertoires de données de cette en-tête donc on a une couche d'indirection entre l'application et le fichier lié. Tous les appels vers les fichiers binaires externes ont lieu via une table d'adresse d'importation qu'on appelle IAT. Ok. Par conséquent, un appel système hein, dans Windows ressemble à l'image que vous avez sous les yeux. Ce qu'on va faire, c'est que en partant de cette application qui communique avec la table d'importation et le Windows, on va intercaler entre, vous l'avez compris, le shim. Hein. On va modifier l'adresse hein, au niveau de la fonction de Windows via la table d'emport et on va la remplacer vers un pointeur d'instruction qui tape vers une fonction avec le code alternatif qui est contenu dans le shim. Hein. C'est ce que vous voyez là. D'accord. Donc le shim vient s'intercaler entre la table d'import, notre IAT, et l'appel final de Windows. D'accord. Donc c'est comme une surcouche avec un pointeur et le pointeur va faire la jonction entre la fonction native qui est appelée et la fonction alternative qui va permettre la rétrocompatibilité. D'accord. C'est ce qu'on appelle un principe d'indirection. D'accord. Pourquoi l'indirection, en fait, ça se passe quand vous avez lié de façon statique, en fait, des DLL, hein, des fichiers DLL qui vont être chargés au chargement, au lancement de votre application, ni plus ni moins. Alors, ça c'est du statique, mais on peut le faire également de façon dynamique, vous l'avez compris. Donc, notre shim, hein, il peut également être lié dynamiquement au DLL grâce à un hook, hein, et on va le faire grâce à notre API, comme on l'a vu. D'accord. Donc ça permet la communication, soit de façon statique, soit de façon dynamique. Donc l'attaquant, il va utiliser son Kali Linux, il va générer des charges utiles via MSF Venom ou Metasploit Framework dans notre scénario. Là, on est sur un Windows 10 build, je suis sur une 18.09. D'accord. Donc, à partir de la 19.09, ça marche. Donc avant aussi, hein, visiblement, je ne sais pas si ça a été corrigé par la suite.
Donc, comment atteindre la persistance en utilisant l'application Chaining, hein? Donc, je vous l'ai dit, hein, on a plus de 360 fonctions, en fait, au niveau du framework, qui vont nous permettre de crafter, de customiser, hein. Nous, pour un attaquant, on va se focaliser sur la persistance, le gain d'accès via un shell, hein, sur le système cible. En pratique, on fait ça dans un laboratoire, hein. Vous savez que c'est une machine virtuelle, mais euh, il y a quelques modifications si jamais vous voulez lancer cette attaque dans un exemple réel. D'accord? Moi, je vous montre comment on fait dans le lab. Après, c'est à vous de trouver les petites techniques, hein, qui permettront que ça fonctionne ailleurs. Donc, le premier truc qu'il faut qu'on fasse, c'est créer une DLL malicieuse, hein. Pour ce faire, je vais lancer mon Kali Linux et on va se créer une DLL malicieuse via MSF Venom, pardon. Donc, on va créer notre payload. Je suis en 192.168.1.10. On va s'ouvrir une main pour récupérer mon agent et redémarrer. Donc, on va travailler sur un payload MSF Venom. Bien sûr, si j'étais quoi? Si j'étais un État-nation, une armée, j'utiliserai un réseau de noms de domaine, hein, qui vont permettre de communiquer avec mes serveurs de command and control. Je les multiplierai, hein, pour me fondre dans le bruit. Et je me servirai de noms de domaine malicieux pour communiquer avec mon serveur de command and control. Là, codé en dur dans le payload, j'ai mon adresse IP. Tu penses bien que les gars en blue teaming, eh ben, ils vont vite remonter à ton adresse IP, hein, et tu vas aller en prison. Donc, bien sûr, c'est pas l'OPSEC qu'on utilisera pour faire de la cyberguerre, des APT. Là, on est dans un environnement de laboratoire. Encore une fois, c'est pour vous montrer les techniques qui sont employées, hein. Donc, peu importe, de l'OPSEC. Donc, MSF Venom, d'accord? Je repars, on va utiliser du reverse TCP, hein. Bien que dans les faits, si on devait coller au plus proche de la réalité, j'utiliserais du DNS, j'utiliserais du HTTPS, j'utiliserais du DNS over HTTPS, hein, sachant que bah, on peut encapsuler les données et c'est les ports qui sont régulièrement ouverts. Ça nous permettrait peut-être de contourner une partie des systèmes de défense. D'accord? Après, le problème, c'est que si vous utilisez des protocoles un peu bizarres, entre guillemets, hein, comme de l'IPsec ou d'autres protocoles, vous allez avoir des soucis peut-être au niveau des cœurs de réseau, hein, que vous allez traverser si vous avez besoin de sortir au niveau du MTU. Hein, parce que par défaut, on utilise un MTU généralement de 1500. Alors ça fonctionne si tous les switches, hein, sont configurés pour gérer du MTU en 1500, mais certains protocoles ont besoin des frames beaucoup plus grosses, hein. On va utiliser ce qu'on appelle des trames jumbo, hein, des jumbo frames, et les jumbo frames, eh ben, en fonction du cœur de réseau, vous pouvez peut-être être bloqué, hein. Vous allez pouvoir faire passer des paquets beaucoup plus gros, mais c'est possible que ça soit bloqué. Donc encore une fois, quand on fait une menace persistante à avancer, en termes d'obsèques, en termes bah, de technique, hein. Il faut savoir également comment on va configurer tout ça pour exfiltrer les données, hein, pour avoir une connexion stable vers son serveur de command and control. Là, on voit que mon agent s'est connecté pendant que je parlais. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. D'accord? Donc là, on va faire un shell reverse TCP. Je vais lui mettre un port. On va mettre un port aléatoire. Donc déjà, mon lhost, je vous ai donné mon adresse IP, vous la connaissez. On va lui prendre un autre port. Alors, on peut prendre ouais, 444, peu importe. Comme je vous disais, c'est pas ça qui compte aujourd'hui. Alors, cette fois-ci, on veut pas un exe, on veut une DLL. Donc là, je suis en train de créer une DLL malicieuse qui s'appelle Backdoor, vous l'avez compris, avec les trois choses importantes, la plateforme, Windows,
c'est un shell reverse TCP. Ok, donc là, je vous laisse à mes cours sur Metasploit, hein. Est-ce que c'est un stageless ou un stage A? Je vous laisserai chercher. Et ensuite, on a nos paramètres, hein, donc l'adresse IP de la machine et le port. Donc il faudra que j'ouvre le port 444 que je vais faire d'ailleurs. Voilà. Donc on va écrire sur le répertoire de l'administrateur, on va voir un peu qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. Je vais héberger tout simplement un serveur Python. Donc j'ouvre le port UFW hello sur le 80 HTTP. Donc ça va permettre de servir le payload. Si j'arrive à taper mon mot de passe. Donc sur le port 80, du coup j'ai un port 80, du coup je peux faire quoi? Je peux peut-être faire un PowerShell wget PowerShell wget HTTP 192 168 110. Qu'est-ce qu'on veut? Port 80. Je veux récupérer un truc qui s'appelle backdoor.dll. Et donc il l'a récupéré. On voit bien, il a fait un get via le protocole HTTP et il a récupéré le bazar. Ok, on a back.dll qui a été poussé sur le bureau de la machine qu'on va venir attaquer. Donc maintenant on peut s'amuser à... Alors soit on va mettre un auditeur netcat, mais on peut se servir de MSF. On va lancer Metasploit. On va se prendre un multi-handler. Un autre multi-handler. On va prendre le payload qu'on lui a donné. Rappelez-vous, hein, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un Windows, on a fait un shell et on a utilisé du reverse TCP. Ok, il nous a pris le payload, hein, il faut que ça corresponde. Si vous modifiez au niveau de votre auditeur et vous ne prenez pas la même charge utile que votre charge utile militarisée que vous allez pousser, forcément ça ne va pas marcher, hein. Quand j'ai fait MSF Venom, je lui ai demandé un Windows Shell Reverse TCP, et ben c'est pareil, au niveau de mon handler, il faut la même charge utile, hein, pour que je puisse récupérer le Reverse Shell. Ensuite, Hellost. Alors, un 13, moi je suis en 1,10, 7 Hellost 192, 168, 1,10. 7 Hellport, on a dit 444, et on peut lancer l'auditeur. Ok, donc il écoute les communications. Maintenant, on va pouvoir passer à la machine. Techniquement, qu'est-ce qu'on va faire? Vous l'avez compris, là je me sers de la machine qu'on va pirater, mais vous devez vous créer un laboratoire. Vous devez vous créer même plein de laboratoires. Qu'est-ce qu'un laboratoire? C'est tout simplement des VM. Une VM, j'ai des Windows Server 2019 que j'ai récupéré à partir du site de Microsoft. Vous avez la version disponible pendant, je crois, un mois ou 2 mois ou 3 mois. Après, ils vous demandent la clé, mais peu importe. Et ça va permettre de perfectionner vos techniques pour attaquer des Windows Server, des contrôleurs de domaine, hein. C'est à vous de monter des machines. Ne faites pas que des CTF, ok? Prenez votre ordinateur, s'il est puissant, servez-vous-en pour monter des machines. Il y a deux types de machines que vous allez monter. Des machines pour les attaquer, d'accord? Pour vous entraîner aux différents vecteurs d'attaque. Et vous allez avoir des machines pour coder, hein, typiquement pour coder vos exploits. Donc ça sera des machines à jour avec Visual Studio, avec Python, hein, avec tous les outils nécessaires
pour coder vos propres exploits. Une fois que la machine est à jour, que vous avez tous vos quadriciels, vous avez vos IDE, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déconnecter la machine d'Internet, vous allez désactiver totalement Windows Defender, puisque si on crée des virus, des malwares, on n'a pas envie que ça soit scanné par Windows Defender et que ça parte sur le cloud. Donc, on se sert pour ce faire d'une machine AirGap. D'accord? Donc là, la machine, est-ce que je vais la déconnecter? C'est une très bonne question. Ouais, je vais pas la déconnecter dans mon cas, mais il faudrait le faire. Ok. Donc, on va vider ça et on va venir récupérer le quadriciel qui va nous permettre de faire notre shim. Allora, scaricare e installare il Windows ADK, sì, certamente. Scaricare per Windows 11, non mi interessa, voglio il 10, dove sta il 10? Scaricare ADK Windows, è perfetto questo. Donc, on va prendre le Windows ADK pour Windows 10 version 18.09, c'est ce qu'il me faut. Alors, installer le kit de développement oui, télécharger le kit de développement Windows sur un autre ordinateur. Non, c'est celui-là, chemin d'installation suivant. Alors, attends. Envoyer des données, Bouhou, non. Alors, outil de compatibilité, il nous le faut absolument. Outil de gestion, activation, volume, média expérience, non, le reste, on s'en fout. Donc on voit qu'on a maintenant beaucoup de choses. Je lance la version 32 bits puisqu'on a fait un payload en 32 bits, hein, sinon j'aurais mis x64 quand j'ai fait mon MSF Venom. Et on se retrouve dans le compatibilité administrator. D'accord? Donc le but maintenant pour nous, ça va être d'injecter la DLL. Vous savez que la DLL est malicieuse et c'est elle qui va nous permettre. Donc à partir de cette base de données, c'est là qu'il faut qu'on lit, hein. On va faire create new et on va faire notre fixe. Donc là, on arrive sur cette fenêtre, hein, qu'on va venir remplir. Alors, dans notre exemple, on va venir infecter PuTTY, qui est extrêmement utilisé, hein. Vous savez que à part les dernières versions de Windows, on a pour se connecter en SSH ou à d'autres protocoles, Telnet et tout ça, on utilise en entreprise PuTTY. Hein, PuTTY.exe, je vais pas prendre le MSI, je vais prendre l'exe directement en 32 bits x86. PuTTY, autant pour moi. D'accord. Ok. Maintenant, on arrive sur le mode de compatibilité, hein. Une fois qu'on a défini dans quel binaire on va venir injecter notre DLL malicieuse. Donc là, vous l'avez compris que on fait pas du shimming pour permettre la rétrocompatibilité. On détourne les fonctions, donc on n'en a pas besoin. C'est là que ça devient intéressant. C'est là-dedans, il y a des fonctions extrêmement puissantes. Extrêmement puissantes. BIOS read, ça peut être extrêmement puissant. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est d'injecter. Hein. Donc, je vais faire quoi? Je vais injecter une DLL. Certaines applications peuvent utiliser des DLL chargés dynamiquement, qui peuvent éventuellement appeler des DLL statiques avant que l'application ne soit prête. Ce correctif de compatibilité contourne ce comportement en préchargeant les DLL statiques requises par l'application. Ce correctif prend une valeur de ligne de commande contenant la liste des DLL affectées. Elles seront chargées dans l'ordre dans lequel elles apparaissent en ligne de commande. Ce correctif est identique à DLL init, qui fonctionne avec les DLL chargés statiquement. Donc ce que je vous disais avant, on peut soit charger statiquement, soit dynamiquement les fameuses DLL. Vous avez compris? Qu'est-ce qu'on va faire? On va binder
notre DLL malicieuse et l'injecter dans le processus PuTTY. Donc, au lancement de PuTTY, appelle vers notre DLL malicieuse et à cause de la rétrocompatibilité, on va pouvoir injecter notre DLL malicieuse. Ok. Donc, il nous l'a injecté. Hein, vous pouvez faire show all. Moi, je vous conseille tout le temps de faire show selected. Hein, comme ça, vous voyez sur quoi vous travaillez. On voit qu'il a bien pris dans la ligne de commande notre back.dll. Suivant. Alors là, tout ça, on n'en a pas besoin. On va pas faire d'autres modifications au niveau de la charge utile. Donc, vous faites un unselect et vous faites un terminé. Donc là, on voit la relation maintenant qui a été établie au niveau de la base de données du Compatibility Administrator. On est sur une charge utile militarisée via une DLL malicieuse en 32 bits et on infecte un binaire statique en 32 bits. D'accord? Et le Compatibility Administrator est également en 32 bits. Ok? Donc tout est en 32 bits. Non. D'accord? Puisque ma charge utile initiale était en 32 bits. Donc maintenant, pour injecter la DLL dans l'exécutable, on va faire save. Il nous demande database, ok, oui, J, base de données, ça va créer un fichier SDB PuTTY, hein, vous voyez, je vais réécrire, donc voilà. Donc là, ça a dû créer notre fichier SDB quelque part. Ouais, on a PuTTY SDB, parfait. Ok, donc on a notre PuTTY SDB, parfait. Et c'est parfait, parfait, on va pouvoir l'installer. Donc maintenant, on doit avoir notre PuTTY qui est là. Parfait, installé. On va se le lancer. Donc vous voyez, hein, il est signé, il est un fichier d'origine éditeur vérifié. Hein. Ok, l'auteur a signé. Outil est lancé. Et nous, on est dans le système. D'accord. Donc voilà. D'accord, Predator. Et on a tous les privilèges. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.